Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hervé Hanin, de l'Institut Agro Montpellier, le pôle Vignevin, à la direction de la chaire d'entreprise Vignevin. Donc, on partage euh, euh, avec nos collègues de l'INRAE et de l'Université de Montpellier. Et moi, je suis agroéconomiste dans l'UMR Moïsa et engagé notamment dans les travaux de prospective stratégique. Donc pour lesquels je vais essayer de partager les vertus de ces travaux de prospective, notamment les vertus en matière interdisciplinaire et en matière stratégique, et en prenant le cas de la question de la sortie des pesticides dans la filière vin. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique, mais peut-être que j'oublierai des choses, vous aurez le temps de questions si cela vous intéresse d'approfondir. Donc, je vais vous relater là, notamment un travail qui est issu d'un grand projet qui s'appelle le projet Vitae, qui est un projet national, donc protéger autrement, qui est un projet ANR INRAE qui a commencé il y a 6 ans, et pour lequel il y a un travail de prospective que j'ai conduit avec certains autres collègues. Alors, pour préciser un petit peu d'abord, c'est quoi la prospective? Parce que tout le monde utilise ce mot souvent et on ne sait pas très très bien toujours ce que c'est. Donc, en fait, s'intéresser à la prospective, c'est s'intéresser à ce qui pourrait advenir dans l'avenir, c'est-à-dire imaginer des avenirs possibles. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pas par simple curiosité ou pour simplement se rassurer ou s'inquiéter. C'est aussi que c'est en imaginant les avenirs possibles qu'on peut essayer de les anticiper. Et c'est l'intérêt à ce moment-là de bâtir des scénarios. Le grand objet de la discipline de prospective, c'est de fabriquer des scénarios. Et ça nous permet de mieux comprendre ce qu'on appelle prospective stratégique. En fait, c'est à partir de ces scénarios qu'on peut se poser la question d'imaginer comment anticiper, c'est-à-dire de passer de ce qui pourrait advenir à la prospective à ce qu'on pourrait faire, c'est-à-dire la prospective stratégique, en imaginant quelles possibilités d'anticipation il y a en fonction des différents scénarios auxquels on a pensé. C'est ce qui nous amène en général à parler d'attitude stratégique et de levier d'action. Je reviendrai sur ces termes. Sachant que ce qui compte à la fin, c'est quand même ce qu'on va fabriquer, ce qu'on va construire, c'est-à-dire les stratégies, ce qu'on va faire. Et à ce moment-là, souvent, ce sont des combinaisons de leviers qui vont servir ces différents couples scénarios, attitudes stratégiques. Et on parlera à ce moment-là de stratégie ou de combinaison de leviers d'action. Donc, pour bien s'entendre, hein, faire de la prospective, c'est pas faire de la prévision. La prévision, on peut le faire dans certains cas très particuliers quand on a un modèle qui est puissant, qui est robuste, qui nous permet d'accumuler des données, d'être capable de les analyser, de les modéliser entre un état initial et un état présent. Et à ce moment-là, pour peu que le modèle soit robuste et que le terme soit rapproché, eh bien, on peut avoir une vision d'un avenir qui est plus que possible et qui est même très probable. C'est le cas de la météo de ce soir ou de demain matin. Voilà, parce qu'on a des données, on sait les analyser, on sait les modéliser. Et la météo, pour demain matin, on sait à peu près à quoi ça peut ressembler, avec un intervalle de confiance, bien sûr, mais qui est une probabilité très élevée. Et bien, cette probabilité, bien sûr, décroît beaucoup à mesure que le terme s'éloigne. Ce qui n'est pas le cas, justement, donc la prospective. Là, c'est quand on n'est plus capable de faire de la prévision, ben, en fait, on fait de la prospective, c'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer des scénarios. Vous voyez les pointillés là qui symbolisent un peu nos scénarios de ce qui peut se passer. Donc, on est incapable de dire ce qui va se passer, mais on essaie d'encadrer un peu ce qui peut se passer, et surtout de s'accrocher à la logique de ces chemins que sont les scénarios. J'insiste sur le terme logique parce que finalement, on va voir qu'un scénario, bah, c'est effectivement quelque chose qui a une certaine logique. La grande difficulté, c'est d'élaborer le scénario. Vous pourrez essayer de le faire chez vous si vous voulez. C'est pas si simple. D'abord parce que l'avenir se fiche un peu de nos découpages disciplinaires, ce qui veut dire que bah, l'avenir, il va être par essence interdisciplinaire et on est rarement, même quand on a la chance d'avoir des formations interdisciplinaires, on est rarement capable d'avoir la même science dans chacune de ces disciplines. Et puis, il faut être capable donc de se représenter de façon la plus pertinente possible notre système et son évolution, et finalement d'être capable d'envisager les différents nœuds, les différents rotules, les différentes rotules qui pourraient faire évoluer le système, ce qu'on va appeler des hypothèses, et s'interroger, être capable de s'interroger sur les liens qui existent entre ces hypothèses, ce qui va nous permettre finalement d'approcher la question de la logique de la concaténation entre ces hypothèses. Finalement, un scénario, c'est un ensemble d'hypothèses qui sont logiquement concaténées.
et ce qui nous permet d'arriver donc dans la création de scénarios à des agrégats qui sont un peu ce que sont les molécules aux atomes, c'est-à-dire des emboîtements qui sont assez logiques et qui sont assez robustes. Ce qui nous permet d'écrire des scénarios qui, à la fin, ne sont pas du tout probables ni improbables d'ailleurs, mais qui sont ni vrais ni faux, ni probables ni improbables, mais qui ont la vertu principale d'être possibles et donc de susciter notre intérêt. Des scénarios, donc, ça enchaîne des hypothèses suivant des liens logiques. Vous comprenez que ce scénario, c'est ça, c'est un ensemble d'hypothèses qui sont pertinentes. Alors, comment est-ce qu'on repère des hypothèses pertinentes? Bon, on va aller chercher dans les tendances lourdes, puis on va aller chercher dans les signaux faibles, c'est-à-dire des aspects du système qui sont aujourd'hui très minoritaires, mais qui pourraient faire basculer le système s'ils avaient la possibilité de se généraliser. On écrit en général les hypothèses en recto et verso dans notre méthodologie, ce qui permet de ne pas de s'affranchir, de faire finalement de la prévision. Si vous faites l'hypothèse que voilà, la consommation de vin va continuer de diminuer, bah, c'est déjà, vous vous dites, bah, voilà, bah, je sais qu'elle va diminuer. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle va peut-être diminuer en recto, mais peut-être arrêter de diminuer en verso. Donc, toutes les hypothèses, on s'oblige à les considérer en recto et en verso, ce qui fait qu'elles vont vraiment jouer le rôle de rotule dans la détermination de ces histoires que sont les scénarios. Donc, vous voyez que l'intérêt, c'est qu'à la fin, on retrouve des histoires qui sont possibles, plausibles, toujours ni vrai ni faux, ni probable ni improbable, mais qui relèvent d'hypothèses pertinentes et qui sont logiquement enchaînées et surtout qui sont interdisciplinaires. Et c'est pour ça qu'on mobilise d'ailleurs la science de plusieurs spécialistes de différentes disciplines. Et quand on regarde ça, ça c'est ce qu'on fait en général en prospective. Tout le monde fait, tous les secteurs industriels, agricoles, etc., font de la prospective depuis à peu près 70 ans. Mais quand on regarde on considère que ces scénarios sont interdisciplinaires, finalement, on se dit, et c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs il y a une dizaine, une quinzaine d'années maintenant, avec les collègues prospectivistes, c'est que, sachant que c'est une des grandes questions des grands projets de recherche, que d'essayer de les rendre interdisciplinaires, de les faire dialoguer les différentes disciplines, finalement de passer de la pluridisciplinarité, ce qui est assez facile à faire, à l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, ce qui est beaucoup plus compliqué, bon, on se dit que finalement, la prospective, ça peut être mobilisé pour outiller l'interdisciplinarité dans des grands projets de recherche complexes. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet LACAV, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un projet qui a été initié par l'INRA en 2012 et qui s'est prolongé au-delà de 2020 sur le changement climatique dans le domaine vitivinicole et qu'on a accompagné en faisant une prospective à partir de 2014-2016, c'est-à-dire en imaginant différents scénarios possibles pour la vigne et le vin dans un contexte de changement climatique évolutif, qui s'est traduit par la prospective stratégique ensuite sur la base de sciences participatives en faisant de nombreux séminaires et notamment dans les grands vignobles français, dans les 7 grands vignobles français. Et ce qui a beaucoup intéressé la filière vitivinicole au point que on l'a aidé à partir de ces scénarios de prospective, à partir de cette réflexion de sciences participatives sur ce qui pourrait être fait, eh bien, à bâtir sa stratégie qui a été déposée finalement au ministre. Là, vous voyez une petite photo avec tout le monde masqué, ce qui date bien de quelle période on a fait ça, pour déposer la stratégie de la filière vitivinicole face au changement climatique. C'était le 21 août, je crois, 2021 ou quelque chose comme ça. Donc, et depuis, c'est d'ailleurs ce qui a permis de lancer, à partir d'un financement CASDAR, eh bien, tous les démonstrateurs de Vitiliance, toute la mise en œuvre qui a été confiée à l'Institut français de la vigne et du vin. Vous voyez que à partir de la prospective, c'est un peu la magie, à partir de scénarios qui sont ni vrais ni faux, ni probables ni improbables, il n'y a pas besoin de connaître l'avenir pour pouvoir avoir une action, pour pouvoir construire une stratégie. Et finalement, c'est une vertu extraordinaire et que je vais essayer de vous montrer parce que dans le cas de la sortie des pesticides, ben, on a voulu reproduire à peu près ce schéma-là. Qu'est-ce que c'est que le projet Vitae, donc, qui ambitionne la sortie des pesticides? Donc, pas seulement la diminution des pesticides, mais la sortie véritablement de ces pesticides. C'est un projet interdisciplinaire, je vous le disais, qui a été commencé il y a 6 ans, qui est piloté par mon collègue François Delmotte à l'UMR-SAV à Bordeaux, Marielle Adrian à l'Université à Montpellier, à Dijon, et moi-même à l'Institut Agro à Montpellier, et qui est interdisciplinaire au sens où il s'occupe effectivement à la fois de confusion sexuelle, de génétique, de
de biocontrôle, de stimulation de défense des végétaux, de l'incidence sur les paysages, d'interaction avec le microbiote du sol et de la plante. Bref, quelque chose d'assez complet et sur lequel bon, on tombe toujours sur cette difficile question de faire dialoguer les disciplines ensemble. Vous voyez d'ailleurs que ça a été confié dans notre Work Package 7, cette mission de les faire dialoguer, ces différents Work Packages qui regroupent ces disciplines. Comment est-ce qu'on a fait? Ben, voilà, on a fait d'abord de la prospective avec les collègues Françoise Brugière, Patrick Aigrin qui nous accompagnent toujours dans ces questions, dans ces questions de prospective. On a mobilisé une quinzaine de chercheurs des 7 Work Packages et on a fait d'abord des réunions pour identifier ces hypothèses que on imaginait pertinentes, c'est-à-dire soit issues de tendances lourdes et qu'il fallait connaître dans les domaines que moi-même et beaucoup d'autres ne connaissaient pas à l'origine, et puis dans des signaux faibles, alors qu'on connaissait encore moins. Et ça nous a amené à travailler dans différents domaines parce que vous voyez que l'avenir, probablement, il va dépendre aussi de toutes ces questions-là, de santé, d'influence d'abord de ces pesticides sur la santé, des questions de sécurité des opérateurs, des riverains, de l'épidémiosurveillance, des contraintes systémiques, de solutions alternatives existantes ou pas, de création variétale possible ou pas, d'acceptabilité de ces innovations, des signes de qualité qui vont accepter ou pas ces innovations, des attentes sociétales, des attentes des consommateurs, la réglementation. Vous voyez, le système, finalement, qui peut, voilà, qui apparaît d'abord un peu flou. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on va se renseigner, on va les traquer ces signaux faibles. On fait intervenir d'abord tous les membres de notre cellule d'animation, puis on fait intervenir aussi des experts extérieurs. On va chercher parce qu'on sent qu'il y a besoin, on a besoin d'en savoir plus sur des domaines qu'on ne connaît pas. Voilà, on n'a pas peur d'aller chercher des choses qu'on ne connaît pas. On fait de la traque finalement aux hypothèses, à la fois dans les signaux faibles et dans les tendances lourdes, comme je vous le disais. Alors évidemment, ça nous amène à des quantités d'hypothèses, 391, on les regroupe 272, et puis finalement, on s'interroge sur lesquelles il faut retenir, parce qu'on ne peut pas retenir autant d'hypothèses. Moi, j'essaie de retenir les principales, les plus importantes. Alors, c'est toujours un choix un peu difficile, c'est pour ça qu'on est aux limites de la science et que voilà, certains se font un peu des nœuds au cerveau pour savoir si c'est une science ou pas. Moi, je ne prétends pas ça. Je prétends qu'on doit être très traçable et très rigoureux dans notre démarche, mais je ne suis pas sûr que ce soit véritablement à faire une science. En tout cas, on se retrouvait une soixantaine d'hypothèses que l'on a croisées entre elles. Et surtout, ces hypothèses, il fallait vérifier qu'elles soient bien représentatives de notre système. Alors là, vous voyez, l'avantage, quand on est en interdisciplinarité, une bonne chose, c'est de se représenter un système. Alors, vous voyez, ce n'est pas fait en 5 minutes. C'est un système qui est complexe, c'est normal. La complexité, on n'a pas peur de l'aborder, mais il faut le construire ensemble. Et c'est en construisant ensemble, à partir de gens des différentes disciplines, que finalement, on peut s'entendre sur un système. Si on ne fait pas ça, vous imaginez bien que chacun, dans son domaine, a un système qui peut ressembler vaguement à celui-là, sauf qu'il est complètement déformé, en général en mettant au centre du système ce qu'on connaît le mieux et ce qu'on pense le plus important. Il est probable qu'un généticien, il va mettre la génétique en disant bah, tout part de l'ADN, donc il faut qu'on mette ça au milieu. Mais un économiste va dire tout part de capacité de financement, donc on va le mettre au milieu. Voilà, donc en fait, on a tous des visions très déformées de la réalité et une façon en tout cas d'en trouver une médiane ou en tout cas qui permet de créer des consensus, c'est de construire ensemble ce système. L'avantage, c'est ça, vous voyez qu'on aborde à la fois des questions de système qui d'ailleurs n'est pas fermé, c'est pas parce qu'on se pose des questions de pesticides, on s'interdit de réfléchir aux liens avec le changement climatique, aux aléas économiques, aux conditions de concurrence, au contexte juridique qui évolue, et tout ça nous permet d'aborder la complexité de façon combinée et consensuelle. Et ça nous permet aussi de vérifier que nos hypothèses, elles couvrent bien l'ensemble du système. D'ailleurs, c'est en général le cas, mais pas complètement. Vous voyez que là, on s'est dit, bah, on n'a rien sur les aléas économiques. Il faut en créer une autre hypothèse. Il faut qu'on recherche, il faut qu'on aille chercher un expert. Il faut qu'on essayer de traquer de nouvelles hypothèses dans ces zones où on n'était pas très fort. Voilà, c'est à ça que ça sert, une représentation commune du système. En tout cas, il n'y a pas de travail interdisciplinaire sans représentation commune du système, de notre point de vue. En tout cas, c'est ce qu'on pense être le chemin le plus court. Ça nous amène à faire des micro-scénarios dont on s'interroge ensuite sur leur concaténation, c'est-à-dire des micro-scénarios qui vont créer finalement une grande histoire en concaténant des micro-scénarios issus de l'agrégat numéro 1, du 2, 3 et 4 et 5. Et on fait des chemins comme ça qui nous amènent, là dans ce cas-là, à 5 grands scénarios. De quoi parlent ces scénarios? Bah, on va des hypothèses qu'on a mises dedans, voilà, dans le chapeau initialement, hein. Eh bien, ça part de politique publique,
là en haut à gauche, de santé en haut à droite, de marché en bas à droite, de recherche en bas à gauche. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a ces fameuses rotules, hein, ces fameuses hypothèses qui vont nous interroger sur la nature des politiques locales, sur le devenir des produits phytopharmaceutiques autorisés, en bio par exemple, ceux qui appartiennent au biocontrôle, c'est un peu compliqué, sur l'incidence de la PAC. Quelle protection juridique nationale des milieux naturels et de la biodiversité? Est-ce que ça devient un enjeu politique? Heu, Quelle, innovation en matière de gestion des holobiontes, de la vigne? Bref, vous voyez sur la recherche du degré d'efficacité du biocontrôle, est-ce qu'on accepte les NGT? Est-ce qu'on trouve des résultats probants avec ça? Est-ce qu'on accepte la brevetabilité du vivant ou pas? Est-ce qu'on a des brevets plutôt que des certificats d'obtention végétale? Sur le plan des marchés, quelle interface, quelle acceptation par les consommateurs, quels effets de génération, quelle volatilité de l'offre vinicole mondiale, quel niveau d'offre de vins sans pesticides, et puis sur la santé, bah, quel lien entre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et les pathologies humaines. C'est une vraie question sur laquelle on avance bien aujourd'hui, mais c'est encore une question. La reconnaissance ou non des pathologies humaines liées à ces maladies, la possibilité de liens de responsabilité de type pollueur-payeur, etc. Vous voyez que ça va parler de tout ça et tout ça aussi, bien sûr, dans tous ces cas, d'évolution de la taille du vignoble et de degré d'évolution des pratiques des producteurs, de raisins et de vins. Et tout ça pour, bah, nous permettre d'évaluer dans ces différents scénarios, toujours ni vrai ni faux ni probable ni improbable, bah, les degrés de sortie de l'usage des produits, phytopharmaceutiques ou des pesticides, si vous préférez, en viticulture. Je vous donne une petite idée de ces 5 grands scénarios sur lesquels on est arrivé. Alors, on a mis des couleurs, qui normalement ne devraient pas, induire de valeur, somme de valeur. C'est très compliqué. Si on dit, voilà, scénario bleu, on peut penser que c'est plus joli et cetera. De fait, c'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a dans le scénario bleu? D'abord, vous allez voir un certain nombre de choses. Dans scénario bleu, ben, on a des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en matière de protection de l'environnement, qui sont prêts à en payer le prix. Et finalement, ces consommateurs reconnaissent, une nouvelle offre de vin qui est sans pesticides, qui est proposée par les vignerons et ces vignerons le font d'autant mieux qu'ils bénéficient d'une panoplie assez large de solutions alternatives, depuis le génie génétique jusqu'au biocontrôle, en passant par la diversification des paysages viticoles. Donc les producteurs, en plus, sont encouragés par les aides publiques pour aller dans ce sens. Et puis, finalement, le changement climatique a le bon goût d'être ne pas trop impactant dans ces périodes-là, de sorte qu'on a finalement une surface du vignoble qui est assez conséquente. Vous voyez que c'est un scénario qui peut sembler assez, en tout cas, il est possible. La personne dit qu'il est vrai, mais il est possible. Et quand on remet sur le canevas, vous voyez, si on met en vert des choses qui sont favorables à la sortie des pesticides et en rouge des choses qui le sont moins, on va trouver beaucoup de verts quand même, hein, une PAC favorable, donc une politique agricole commune, hein, désolé pour le jargon, un accompagnement des assurances favorables au déploiement du biocontrôle, des créations de variétés résistantes qui sont solides, y compris par les NGT qui sont elles-mêmes acceptées par la société, un consentement à payer élevé par les consommateurs. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de voyants qui sont au vert. Après, on a une difficulté à fonder une responsabilité pollueur-payeur en matière de PPP, on a une volatilité accrue de l'offre viticole mondiale, mais globalement, c'est un scénario qui pourrait sembler plutôt assez favorable. Le scénario jaune, le deuxième, bah, alors ça, c'est peut-être beaucoup moins favorable. En tout cas, vous voyez, si je regarde le canevas lui-même, vous voyez qu'il y a un peu plus de rouge. Du côté des politiques publiques, il y a un petit peu orange. Du côté de la santé, là, on n'a pas de mise en évidence des liens entre les PPP et la pathologie humaine. Les maladies provoquées par les PPP ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles. Du côté des marchés, pas de consentement à payer par les consommateurs pour les produits sans PPP. Une évolution très modeste de la demande en vin, une offre de vin sans PPP qui demeure étroite. Et du côté de la recherche, un faible déploiement des variétés nouvelles en France. Vous voyez que c'est évidemment, on va le trouver plutôt pas très sympa, mais on va l'appeler au milieu du gué, parce qu'on a à la fois des nouvelles variétés de vignes, mais des AOC qui y renoncent parce qu'ils considèrent que ça modifie complètement les cahiers des charges et que les professionnels ne veulent pas les modifier. Donc voilà. Et cette position eh ben, est facilitée par les progrès du biocontrôle, mais aussi par l'absence de lien de causalité démontrable. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, donc ce deuxième scénario qu'on appelait au milieu du gué. Donc, on a plutôt des producteurs qui seraient assez volontaires pour sortir des pesticides, mais en fait, qui sont sous le coup de récurrence d'épisodes climatiques extrêmes, de dispositifs assurantiels qui sont terribles et de faible consentement à payer des consommateurs, de sorte que finalement, ils y vont que très modestement dans le recul des pesticides. Le troisième scénario, qu'on appelait violet, la panoplie des traitements conservés, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Bien, vous voyez qu'on est
la sortie des pesticides n'est pas vraiment à l'agenda de la régulation mondiale des marchés. Ça, c'est quand même un problème parce qu'on est sur un marché qui est mondial pour moitié. Et cela, finalement, est assez opportun puisqu'il n'y a aucune alternative réelle qu'on a du côté des variétés résistantes parce qu'elles sont de plus en plus contournées. On arrive à en fabriquer, mais elles sont contournées. Et puis des solutions de biocontrôle également qui sont assez faibles. Donc, dans ce contexte-là, les propriétaires des producteurs qui sont en plus confrontés à des événements climatiques violents bah, ne prennent pas le risque de baisser leur niveau de protection pour ne pas baisser leur niveau de rendement et de production, donc de revenus. Et alors évidemment, on a quelques-uns un peu militants, un peu rares convaincus, qui essaient de sortir de la dépendance aux pesticides, mais ils n'y arrivent qu'au prix d'une diminution forte de volume produit, parce qu'ils sont victimes effectivement de tous ces aléas, et finalement qui les oblige aussi à trouver des circuits de vente pour retrouver des consommateurs capables d'être intéressés par cette offre et prêts à la payer. Donc, faute de rencontrer une véritable demande rajeunie généralisée, la superficie viticole française régresse dans son ensemble. Vous voyez un autre scénario. Et là, on n'est pas étonné de voir beaucoup de rouge à la fois sur les politiques publiques, sur la recherche, sur les marchés, sur la santé. Quatrième scénario, qu'on appelle le scénario noir, ça ne veut pas dire qu'il est plus noir que les autres, vous voyez, on donne des couleurs comme ça, dans lesquelles on a, dans ce scénario, ben, on a des politiques ambitieuses de sortie des pesticides, qui arrivent à enrôler pas mal les viticulteurs, qui sont prêts à renoncer à l'usage des pesticides qui sont problématiques. Mais en fait, ils se trouvent face à des maladies qui sont sans solution de traitement et qui progressent. Et donc, la viticulture recule de manière conséquente. Dans ce cas-là, ah bah, il se tourne vers les innovations, mais il n'y a pas vraiment d'innovation de rupture. Donc, et malgré quelques innovations en matière de biocontrôle, la diversification et la maximisation des régulations naturelles, on va chercher des choses de plus en plus nature, eh bien, les viticulteurs peinent à sortir les pesticides réellement pour rester sur les marchés. Donc, ils sont accompagnés quand même par les aides publiques qui sont convaincus qu'il faut ne pas les laisser en race campagne là-dessus. Mais au fond, ils n'arrivent pas à présenter véritablement à leurs consommateurs, qui sont pourtant demandeurs des véritables itinéraires techniques de substitution. Et la production viticole et la consommation de même font les frais de ces évolutions. Là encore, vous voyez qu'il y a pas mal de rouge, mais là, c'est plutôt du fait que la recherche est finalement assez faible et puis que les marchés ne sont pas capables de financer, de rémunérer ces véritables innovations. Donc, on a finalement des maladies orphelines et ça, c'est un véritable problème parmi les scénarios, quelque chose de très impactant. Le cinquième, qu'on appelle scénario blanc, qu'on appelle peau de chagrin, des labels à défaut de réelles solutions. Qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Ben, on a bien des nouvelles techniques génétiques et génomiques, mais elles n'ont pas permis de produire un matériel végétal résistant aux nouvelles maladies, en tout cas suffisamment durablement, là, au sens pérenne. Voilà. Donc, on n'a pas véritablement d'émergence d'une normalisation des échanges internationaux qui soit fondée sur un abandon exigé des pesticides. On ne peut pas bloquer aux frontières des produits qui ont utilisé des pesticides comme ça, parce que sinon on bloquerait tout, puisque la plupart des États utilisent ces pesticides. Alors chaque État gère lui-même sa propre réglementation en cohérence avec sa tolérance en la matière, mais euh, les études épidémiaux ont confirmé le lien entre un usage de pesticides conventionnels et des maladies, et qui sont elles-mêmes reconnues comme maladies professionnelles, mais pour autant, comme il n'y a pas d'alternative efficace en matière de biocontrôle, pas d'aide publique spécifiquement ciblée sur la sortie des pesticides conventionnels, eh bien le seul outil, c'est une gestion restrictive de l'offre de molécules. Voilà. Donc, qui fait office de politique publique. Alors, les producteurs tentent de s'adapter en visant d'une part, à limiter leur baisse de productivité avec des pesticides qui restent autorisés. Vous voyez, on va segmenter entre les bons pesticides et les mauvais. Et d'autre part, en multipliant des labels environnementaux qui signalent une réduction plus ou moins grande de leur usage. Voilà, ben, on tombe dans le piège de la surenchère de labels et jusqu'à rendre encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà la lecture de l'offre par des consommateurs pourtant intéressés. Et in fine, le vignoble se réduit considérablement dans certaines régions. Alors, vous voyez, ça, voilà, donc on a encore beaucoup de rouge dans tout ça. Alors, c'est pas toujours très rassurant, mais est-ce que c'est grave tout ça? Bah, c'est effectivement, vous voyez que si on fait un peu, on cligne des yeux et qu'on regarde à quoi ressemble chacun de nos scénarios, bah, il y a beaucoup de rouge là dans le deuxième, beaucoup de vert dans le premier, un peu rouge, un peu vert dans le troisième, encore quand même un peu vert dans le scénario noir, et puis scénario blanc, beaucoup de rouge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tant pis pour ceux qui auraient souhaité une vision plus manichéenne des choses.
une bonne sortie des pesticides ou des méchants pesticides, voilà, ou une mauvaise sortie des pesticides pas à cause de méchantes politiques ou de méchants professionnels qui en voudraient pas, ou ou de mauvais chercheurs qui ne seraient pas capables d'en faire. C'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez bien que la complexité de la vie, on la retrouve là dans ces scénarios d'avenir. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme de la prospective, mais ce qui en fait aussi toute la difficulté. C'est aussi l'intérêt, c'est que du même coup, on n'enterre jamais on met jamais la poussière sous le tapis. C'est-à-dire que même des scénarios qui font pas plaisir, eh bien, on est capable de les faire ressortir. C'est le cas du scénario violet, là, qui est vraiment avec beaucoup d'aspects rouges. Pourquoi c'est pas si grave? Parce qu'au fond, ce qui compte, c'est pour chaque scénario de s'interroger sur ses enjeux et conséquences, sans doute, mais sur les attitudes stratégiques qu'on pourrait adopter vis-à-vis d'eux. Qu'est-ce que c'est que c'est stratégique? C'est au fond être capable de se dire, est-ce que j'en veux? C'est ce qu'on appelle la proactivité positive. Est-ce que j'en veux pas? C'est la proactivité négative. Est-ce que je pense qu'il faudrait peut-être s'y préparer si jamais il arrivait? Et puis, je peux me dire, bah, je ne comprends pas trop la réalité de ces scénarios, mais je suis d'accord pour veiller si par hasard il est en train de se dessiner au loin. Vous voyez que si ce scénario, le pot de chagrin, bah, je l'aime pas, eh bien, je vais finalement, collectivement, on va, et ça a été le cas lors de la réunion du 18 mars dernier, quand on a présenté ça aux chercheurs. On est passé des 15 chercheurs qui avaient construit les scénarios aux 80 chercheurs qui peuplaient l'ensemble des work packages de ce projet Vitae. Ils ont pris conscience et connaissance du scénario. Ils ont dit, mais celui-là, bah, globalement, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de faire discuter des gens qui disent, bah non, moi je pense que ça serait pas mal. Et avec des gens qui disent, bah non, on n'en veut pas. Et puis d'autres qui disent, bah je sais pas si j'en veux ou j'en veux pas, mais je pense qu'il faudrait surtout s'y préparer parce que je pense que c'est très possible qu'on aille vers ça. Il faudrait surtout que si jamais ça se passe, on soit en ordre de marche. Vous voyez à l'inverse, un scénario comme riche panoplie d'alternatives, bah, lui, tout le monde en veut. Alors ça, c'est parfaitement consensuel, mais c'est assez rare que ce soit aussi consensuel. Un scénario comme au milieu du gué, bah, là, les gens disent, bah oui, certains en voudraient un petit peu, d'autres surtout en voudraient pas, mais d'autres surtout disent, il faut surtout s'y préparer. Parce que le pire, ça serait que ce scénario se passe, qu'on y ait pensé, et puis qu'on ne soit pas prêt. De la même façon, politique ambitieuse mais décevante, vous voyez que là, ben, on comprend que il faudrait s'y préparer, mais aussi en même temps l'éviter, quoi. Ça fait 70% presque les gens qui disent, bah, en tout cas maintenant on sait que c'est possible, il faudrait peut-être l'éviter, peut-être s'y préparer, on peut en discuter, mais en tout cas il faut faire quelque chose. Et puis, faible motivation vers la sortie des pesticides, là, c'est typiquement un scénario que personne ne voudrait favoriser, mais que la plupart des gens disent bah, ça serait pas mal de l'éviter. En tout cas, se poser la question de comment on fait pour l'éviter. Comment on fait pour l'éviter? C'est là où on pose systématiquement la question à la filière. Et c'est là où ça devient stratégique. Vous voyez que en faisant ça, en posant la question aux 80 chercheurs, ce qu'on a fait là en mars dernier, eh bien, on a réalisé véritablement un objectif d'interdisciplinarité. Chaque chercheur a pu comprendre dans quel scénario pouvaient s'intégrer ses recherches et à quoi ça pouvait servir, en quoi ça donnait une vision assez pertinente de l'avenir. Et après, quand on présente ça à la filière, c'est-à-dire aux représentants des filières, comme on l'avait fait dans le projet La Cave, eh bien, c'est ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui. Eh bien, là, vous voyez qu'on peut avoir des professionnels qui disent, mais moi, ça, nous, les interprofessions, globalement, on veut éviter ce scénario, on veut favoriser celui-là, on veut se préparer à ce troisième. Et c'est tout ça qui pourrait faire une stratégie. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ce projet est quasiment donc en fin de parcours. Il va il va terminer sa sixième année. Et ça a été prolongé de quelques mois. Donc, ça terminera en 2027 avec un colloque final en mars 2027 et 16, 17 et 18 mars. Et d'ici là, on est en train d'organiser avec les interprofessions, les grandes interprofessions, la filière et l'Institut français de la vigne et du vin, ben, finalement des restitutions sur lesquelles on va travailler sur bah, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ces scénarios et puis quels outils, quels leviers d'action on pourrait développer vis-à-vis de ça. Ça sera présenté donc au colloque final du PNRA le 13-14 octobre prochain, et puis au colloque final dont je vous parlais du 16 au 18 mars 2027. Vous voyez que les vertus interdisciplinaires, ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient. C'est à la fois, ça réside dans la fabrication des scénarios avec des gens qui finissent par parler le même langage quand il s'agit d'avenir, alors qu'ils ne parlent pas le même langage quand ils parlent de leur discipline au présent. Et puis, qui sont capables aussi bah, de raconter ça à leurs congénères. Alors, on passait de 15 à 80 chercheurs, comme je vous le disais. Et là, le côté stratégique, eh ben, c'est ce qu'on a fait dans la cave et ce qu'on s'apprête à faire là sur Vitae.
c'est de créer une stratégie nationale qui fait que bah, cette stratégie nationale, elle combinera à la fois la capacité d'éviter tel scénario, de favoriser tel autre, de se préparer à tel autre, etc. Voilà à quoi ça ressemble la prospective. Vous voyez, on ne devine pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, mais on essaie d'être fidèle à ce que Michel Sébillotte, avec qui on a beaucoup travaillé à l'époque et qui a initié à la prospective et que certains connaissent, peut-être, qui a été professeur à Agro, ParisTech et directeur scientifique à l'INRA, disait, c'est pas parce qu'on parle d'avenir qu'il faut dire n'importe quoi. Voilà, on essaie de faire ça, sachant qu'on est sûr qu'on dit aussi des bêtises, hein, mais voilà, en tout cas, ça sert à essayer de retrouver des marges de manœuvre, d'action. Au fond, la prospective, tant mieux qu'on puisse pas le deviner, l'avenir, puisque de toute façon, il est impossible à deviner. Et on ne pense pas du tout qu'il y a un grand rouleau ou un grand architecte de l'univers qui est capable d'avoir pensé à tout. Par contre, on pense qu'il y a des marges de manœuvre, à condition de s'en saisir et d'avoir fait l'effort collectivement d'anticiper. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention sur ce sujet particulier des pesticides, mais vous voyez que ça s'applique à plein d'autres choses. Merci Hervé.